Allons voir ce que ça donne. On va d'abord se consacrer à quelques définitions et terminologies. En fait, la terminologie, la nomenclature, est un des éléments les plus importants de ce qu'il faut étudier sur la chimie organique pour cet examen. D'abord, il faut savoir qu'il y a différentes façons d'écrire une formule chimique. Il y a la formule brute, c'est celle que vous avez appliquée jusqu'à maintenant. C'est la formule aussi on dit moléculaire. Par exemple, le C3H8O. Un tout petit détail que j'ai peut-être oublié de dire, qui est peut-être pas très clair, c'est que la chimie organique se différencie de l'autre chimie par le fait qu'on va tout le temps travailler avec du carbone. Il pourra y avoir d'autres éléments que du carbone, mais il faudra toujours le carbone. Le carbone étant le symbole C. Donc je reviens sur mes écritures. La formule brute, c'est celle qu'on connaît. C3H8O. La formule topologique, c'est une formule semi-développée avec uniquement les éléments marquants. Donc, en gros, c'est une façon de dire que si c'est quelque chose qui est attendu, qui n'est pas spécial, on n'en parle pas, parce que tout le monde s'attend à ce que ça soit organisé d'une certaine façon. Et on ne montre que la partie bizarroïde. Et la formule semi-développée, c'est une des plus classiques, c'est-à-dire que on regroupe l'information autour des carbones. On peut aussi le faire encore un peu plus court en supprimant les barres, les tirets, si on s'attend à trouver certaines choses. Et donc on peut l'écrire aussi de cette façon-là. Et puis il y a la formule développée. C'est celle que vous avez étudiée dans le premier thème avec le modèle de Lewis, où on a vraiment mis tous les éléments les uns après les autres. Je fais remarquer que les 4 formules, en fait, sont le même produit, la même molécule. Donc c'est bien 4 méthodes différentes de les représenter. À l'examen, on vous demande la formule brute, la formule développée, la formule semi-développée. La topologique, normalement, vous n'en avez pas besoin. Pourquoi? Parce que nous n'allons jamais travailler avec des brôles qui s'appellent OH. Donc, normalement, celui-là, vous n'en avez pas besoin. Ok, c'est pas mal. Mais on peut aussi, après s'être occupé de l'écriture, la forme. Comment on va regrouper les informations entre eux? Soit ça forme comme des cycles, comme des boucles. Alors ça peut être la boucle d'un pentagone, ça peut être aussi un hexagone, mais ça forme un cycle. Ça peut être ramifié, c'est-à-dire qu'on a une chaîne principale et une chaîne secondaire. Ou alors c'est linéaire, c'est plutôt comme celle qu'on avait déjà vue avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de carrefour. Tout est relié un à un. Il faut aussi connaître ces différentes méthodes. Et pour finir, sur cette page en tout cas, pour la nomenclature, il faut savoir, on l'avait déjà vu dans le premier thème, qu'on peut avoir des liaisons simples, doubles ou triples. Et bien ici aussi, ça va être le cas.
Si c'est une liaison simple, on parlera alcane. C'est le nom du groupe. Alcane. Si la liaison est double, on parle de alcène. Si la liaison est triple, on parle de alcyne. Pour l'examen, on vous demande les alcanes et les alcènes. Je n'ai pas trouvé d'examen où il y avait des alcynes. Donc, comment ça va se représenter? C'est par exemple, j'aurai donc un regroupement avec du carbone, puis j'ai un autre regroupement avec du carbone dans la même molécule, et comment je lis les deux regroupements, c'est avec une liaison simple. Pour les alcènes, la liaison entre ces deux regroupements de carbone est double. Pour les alcynes, elle serait triple. Ok, on continue la nomenclature. Sur le slide précédent, on avait vu, quand c'était la topologique, qu'on avait dit on ne montre que les éléments vraiment importants. On avait eu donc quelque chose d'un peu invisible qui se terminait par le OH. Et bien maintenant, on va expliquer c'est quoi ce OH. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il est possible, dans certains cas, de remplacer un ou plusieurs hydrogènes par d'autres types d'atomes. Par exemple, un atome OH. Et quand on fait ça, ça change le type de molécule. Et ici, je vous présente différents modèles. Par exemple, si on a remplacé un H par un OH, nous avons un alcool. Si on a remplacé un H par une double liaison oxygène et puis par un autre aussi oxygène mais simple, on aura un ester, etc., etc. On peut avoir des éthers, des amines, etc. À l'examen, j'ai vu qu'un seul endroit, une fois où on vous donnait un alcool. Mais on vous le donnait. Vous n'avez pas eu besoin de le reconnaître. Mais enfin, pour ne pas paniquer, ça serait quand même mieux de savoir qu'on peut remplacer un ou plusieurs hydrogènes, par exemple, par un OH, et que c'est donc un alcool. Les autres sont tellement compliqués que je ne m'inquiéterai pas trop à les apprendre, parce que ça fait plutôt partie des sciences, des 5 heures, des 3 heures sciences, enfin des 5 heures, des 3 heures chimie au lieu d'une heure chimie, quoi. Et comme à l'examen on vous demande une heure chimie, savoir qu'il y a l'alcool c'est déjà intéressant comme exemple. Et ça devrait suffire. Quelque chose qui par contre est demandé à l'examen, c'est ce que c'est qu'un isomère. Ça, c'est une des questions d'examen qui revient de temps en temps. Un isomère, c'est des molécules, donc deux molécules, qui ont des structures différentes, mais dont la formule brute est la même. On peut avoir un isomère de fonction, et je vais vous montrer un petit dessin après, ne vous inquiétez pas. Un isomère de fonction, les molécules ont des fonctions différentes. Ou bien un isomère de position, et les éléments sont positionnés différemment. Alors, ici, j'ai pris des exemples. Si je prends celui-ci, que je compare à celui-là, si vous comptez le nombre
de carbone, d'oxygène et d'hydrogène, vous allez tomber sur la même formule brute. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbone. 3 plus 2, 5, 7, 9, 10 hydrogène et 2 oxygène. Je regarde de ce côté-ci, j'ai combien de carbone? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbone. Combien d'hydrogène? 1, 2, plus 2, 4, 5, 6. 6 et 2, 8. 8 et 2, 10. 10 hydrogène et 1, 2, 2 oxygène. Donc, mes formules brutes sont bien identiques. Par contre, si ici je retrouve des OH, uniquement des OH, j'ai donc un alcool. Mais ici je retrouve un O en double liaison suivi d'un OH, c'est-à-dire un acide carboxylique. Alors, même si on n'est pas très fort en chimie, on peut se douter qu'un alcool, ça n'a rien à voir avec un acide. L'acide, c'est quelque chose qui brûle et qui détruit. Bon, l'alcool aussi, mais d'une autre façon, quoi. Au moins, c'est bon à boire. Donc, clairement, ce sont des isomères de fonctions. C'est-à-dire que la formule brute contient le même nombre d'éléments, en carbone, en hydrogène, peut-être en oxygène ou peut-être en azote, etc., etc. Mais par contre, dû à la cause, pardon, à cause de comment ils sont répartis, les éléments entre eux, eh bien, ça change sa fonction entre, par exemple, un alcool et l'acide carboxylique. Dans l'isomère de position, j'ai le même type de fonction, un alcool. Alors vous allez me faire confiance que la formule brute est la même. Là ici, j'ai de nouveau aussi un superbe alcool. Par contre, ce qui a changé, on le voit bien, c'est que là, mon alcool, mon HO est lié à un CH. Là aussi, très bien. L'autre OH est lié à un CH. Très bien. Mais la différence, c'est qu'ici, entre mes deux CH, j'ai un CH2. Et ici, eh ben, c'est pas du tout le cas. On va le voir un peu plus loin, mais juste ce petit détail fait que ce n'est pas la même formule. Et sûrement pas les mêmes caractéristiques. Ok, maintenant on a le vocabulaire de base. On va aller rechercher la famille des alcanes. Les alcanes, c'était la famille où on a dit qu'il n'y aura que des liaisons simples. Alors, on va les définir, les alcanes, en fonction de sa formule brute. Sa formule brute, c'est CN H2N plus 2. C'est-à-dire que si j'ai 2 carbones, ma formule va donc devenir du C2H 2 fois 2 plus 2. C'est-à-dire du C2H6. C'est ce que vous voyez écrit dans cette liste. Tous les alcanes,
termine par ane. Par contre, le début du mot indique le nombre de carbone. Ici, j'ai un carbone, donc j'ai du mètre. J'ai 2 carbones, j'ai du et. J'ai 3 carbones, j'ai du prop. 4 carbones, j'ai du but. Après, j'ai du pent, hex, hept, oct, comme dans la voiture, l'octane. Non et dec. Ça, il faut apprendre par cœur ces formules. Ça fait partie des questions d'examen. Et vraiment, c'est garanti, il y en aura une là-dessus. Enfin, j'ai quand même pas signé avec mon sang, mais c'est garanti. On a vu tout à l'heure qu'on peut avoir du ramifié. Qu'est-ce que ça veut dire ramifié? Ça veut dire que j'avais des éléments qui étaient mis comme ça, et puis tout d'un coup, j'avais des éléments qui partaient dans un autre sens. Dans ce cas-là, on va dénommer cet ensemble d'une certaine façon en respectant certaines règles. La première règle, c'est d'identifier la chaîne principale. La chaîne principale, c'est celle qui est la plus longue au niveau du nombre de carbone. Si par exemple, j'ai donc un C, un C, un C, un C, et puis de là, je pars comme ça, laquelle est la plus longue? C'est donc celle-ci. Ce morceau-là est donc la ramification, ce n'est pas la chaîne principale. À quoi ça sert de trouver ma chaîne principale? Eh bien, la chaîne principale me permet de savoir si je vais avoir quelque chose avec du prop, du pent ou du oct, etc. Ça, c'est déjà la première chose. Je vais effacer parce que c'est un petit peu illisible maintenant. C'est mignon, un petit dessin pourtant. Voilà, on continue. Après, on va, puisqu'on a dit dans la ramification, je reprends un peu plus propre quand même ce que j'avais représenté. Donc, ici, je vais faire des liens. Je ne mets pas les éléments d'hydrogène exprès pour l'instant. Puis ici, je pars dans ce sens-là. Et pour qu'on n'ait pas de doute, ici, je vais continuer ma chaîne avec un de plus. Donc, j'ai dit, ma chaîne principale, c'est celle-ci. Ça, c'est ma chaîne principale. Celle-ci me permet de définir que j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 carbones, donc ça va être du pentane. 5 carbones, pentane. Je prends une autre couleur et maintenant je m'occupe de regarder la ramification. Ici, j'en ai qu'une seule et elle contient un carbone. Donc ça sera, si c'est un carbone, c'est du meth. Mais c'est là où il y a un piège, c'est que pour identifier que c'est une ramification, au lieu de mettre ane, je vais mettre til. Donc dans mon cas ici, ça va être du méthyle. Donc je vais avoir quelque chose avec le mot pentane, puis je vais faire apparaître le mot méthyle. On continue toujours. Donc j'ai repris ici. Donc si j'ai un carbone, on l'appelle méthyle. 2 carbones d'affilée, on l'appelle éthyle. Avec 3 carbones, vous pouvez deviner, ça va être propyle. Et puis avec 4, butyl. Attention que après il y a des petits pièges.
c'est que par exemple, on peut aussi avoir, s'il y a des ramifications dans la ramification, des isos ou même des terres. Bon, je pense pas qu'on va vous demander ces cas-là, parce que ça devient vraiment très compliqué. De mémoire, je ne me rappelle pas en avoir vu dans l'examen. On continue à s'amuser. Maintenant, on va commencer à construire le nom. Alors, ici, on va prendre l'exemple qui est donné, au lieu de travailler sur mon petit exemple, parce que ça sera plus facile. Hop, on reprend notre exemple. La chaîne principale, on voit bien visuellement où elle est. Donc, je vais juste l'entourer. Elle est ici. Ils ont compté pour nous qu'il y a 8 éléments. Donc, je vais avoir quelque chose avec le mot octane. L'élément de la chaîne principale se met en dernier lieu dans la formule. En gros, on commence à écrire par la droite. Après, on va travailler par la gauche. Mais donc l'élément principal est à l'extrémité droite. Après, on va mettre en couleur les différentes ramifications. J'ai ici une, puis j'en ai une autre ici, qui est de la même taille, c'est-à-dire avec un seul carbone. Je la remets avec le rond. Et j'identifie également l'autre qui est de forme différente. Pourquoi? Parce qu'elle a 2 carbones. Ça sera donc de l'éthyle. Après, pour savoir dans quel ordre je vais indiquer, je vais parler du méthyle ou du éthyle, eh bien, ça va dépendre de l'ordre alphabétique. Eh oui, il faut même savoir faire du français. Alors, si vous oubliez les H, je crois que ça devrait passer quand même pour l'examen. Par contre, les Y est quand même assez important. Donc, dans l'ordre alphabétique, on a d'abord du méthyle ou du éthyle. On a d'abord du éthyle. Donc, on va d'abord, tout à fait à gauche maintenant, indiquer éthyle. Et puis, on indique l'élément suivant, méthyle. Alors oui, ça je dois pas mettre le... Et puis j'avais mis le morceau de base, octane. Oui, mais on a envie de savoir combien j'ai de chacune des ramifications. Je vois que j'ai 2 méthyles. Donc, on va parler de diméthyle. S'il y en avait eu 3, donc 2, ça devient di. S'il y en a 3, on mettra terre. Alors, donc, on commence à avancer. OK. Et pour l'éthyle, comme j'en ai qu'un seul, ici, j'ai rien indiqué pour parce qu'on n'a pas besoin de l'indiquer quand il y en a qu'un. Mais on voudrait aussi savoir où ils se trouvent, ces différents éléments. Plus à gauche, plus à droite, etc. C'est-à-dire sur lequel des carbones. Pour ça, on va numéroter tous les carbones de la chaîne principale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et il n'y a plus que à indiquer le chiffre
qui est devant ou qui est associé au carbone. Pour l'éthyle, c'est sur le carbone 3. Je mets donc un 3 devant l'éthyle. Pour le diméthyle, j'ai deux cas, j'ai le 2 et j'ai le 5. Donc je vais indiquer 2,5. Alors je ne vais pas laisser beaucoup de place, mais on a encore une information à ajouter, c'est que on lui met un petit trait horizontal entre le chiffre, le dernier chiffre, et le début du mot. Au cas où c'est écrit trop petit, je recopie donc maintenant. J'ai donc du 3, je mets mon petit élément noir, puis j'ai du vert, on remet entre chacun des éléments, on met un tiret. Puis maintenant, je dois mettre, toujours en couleur comme ça, 2,5. Je dois remettre un trait noir dans mon cas. Et puis, je vais pouvoir indiquer que c'est du diméthyle. Alors, pour ça, je prends ma couleur, je mets di, et mon méthyle, c'était rouge. C'est pas tout à fait fini, parce que je dois encore remettre mon morceau de octane. Et là, il n'y a plus de tiret, on l'ajoute directement, on l'accroche directement au wagon. Voilà, ça c'est quand vous avez un alcane très long souvent, avec des ramifications un peu partout. Hein. Donc, si je l'avais mis en formule intermédiaire, ça aurait donné quelque chose comme... attendez, je vais le faire comme ça. Puis ici, un petit comme ça, un petit comme ça, et un peu plus grand comme ça qui part. C'est franchement moche. Alors, on préfère l'autre écriture, l'écriture développée, on la trouve plus jolie. Et l'écriture qui est en haut de la page, c'était par contre l'écriture brute. Bon, avec ça, on a vu un gros morceau déjà. Ok, maintenant regardons quelques propriétés et comment on obtient des alcanes. Je rappelle la formule générale des alcanes, c'est CnH2n plus 2. N, c'est un entier hein, qui va de 1 à ce qu'on veut. Et bien justement, si n est plus petit ou égal à 4, la molécule que nous avons ici, à température ambiante, sera un gaz. Par exemple, le méthane, éthane. L'éthane, on en entend peu parler, mais méthane, vous l'avez peut-être entendu parler. Le propane ou le butane, si vous faites du caravaning, eh bien, vous avez sûrement entendu parler de propane ou de butane. Et le méthane, c'est le P des vaches qui génère du méthane. Par contre, si le nombre de carbone est supérieur à 5, on va aller dans une molécule liquide. Et si on est vraiment dans des N très très grands, genre 10 ou plus, eh bien, on va aller vers une molécule solide. Voilà. Donc, en fonction du nombre de carbone, l'alcane sera soit gazeux, soit liquide, soit solide. Il faut savoir que l'alcane est moins dense que l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'alcane flotte sur l'eau. C'est un peu bizarre hein, qu'on les dit comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Et encore plus,
il est non miscible. Ça veut dire qu'il ne va pas se mélanger sur l'eau, il va vraiment flotter sur l'eau. Alors si j'ai mon eau qui est comme ça, vous pouvez l'imaginer que vous gentiment vous venez mettre ici votre petite couche de méthane. Voilà, vous pouvez vous le représenter comme ça si ça vous aide. Alors, on va dire qu'il est apolaire. Oh là, de quoi je parle ici? Eh bien ça, c'est le premier thème. Alors, je vous conseille d'aller le revoir. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pôle particulier. Ben oui, mais pourquoi? Bon, bien sûr, quand c'est le CH4, c'est un peu plus compliqué. Hein. Le CH4, je pourrais les représenter si je fais en formule développée, comme ici. Alors, il faut se rappeler comment ça fonctionne pour savoir si la molécule est apolaire ou non. On doit se rappeler si les centres de gravité des charges positives et charges négatives se trouvent au même endroit ou non. Oui, là, je viens de vous parler petit chinois, j'ai l'impression. Ok, je vais le faire un peu plus grand. Je reviens un tout petit peu sur le premier chapitre. À un moment donné, vous avez ce joli dessin. Vous avez sûrement pu indiquer que vous avez ici des charges positives au niveau des hydrogènes. Ce qui veut dire que au niveau du carbone, vous avez 4, parce qu'il y a 4 charges positives, donc vous avez 4 charges négatives. Le centre de gravité des charges négatives, en gros, c'est en plein au milieu de mon carbone. Où se trouve le centre de gravité de mes charges positives? Là, je fais l'intersection entre celui-là, l'intersection entre celui-là. Oh, ça se trouve au même endroit. Donc, c'est apolaire parce qu'il n'y a pas un pôle séparé d'un autre. Voilà, ça c'était un rappel du premier thème. Et oui, en chimie, il faut tout se rappeler. Hein. De toute façon, c'est pas grave, pour l'examen, vous avez besoin de ces différentes informations au même moment. Alors, autant les reconnaître. Maintenant, une des questions aussi donc ces questions-là, ça a déjà été posé à l'examen. Hein. Plutôt en genre question vrai-faux, mais c'est déjà arrivé. La fabrication, oui, aussi. Donc il faut savoir que les alcanes sont générés, créés à partir du pétrole et du gaz naturel. Donc on prend du pétrole et pour avoir de l'alcane, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un peu ce qui est aussi expliqué dans ce petit schéma, mais on ne vous demande pas d'être aussi détaillé. On va faire ce qu'on appelle un raffinage. C'est-à-dire qu'on va séparer les éléments entre eux. Et pour ça, il y a différentes techniques. La première technique, c'est la distillation. C'est donc une opération de séparation purement physique des constituants sur base des différences de température d'ébullition. Donc, c'est-à-dire que quand je fais chauffer mon produit, comme les différents éléments ne réagissent pas à la même température pour bouillir, ça permet de les séparer. On fait aussi une étape, c'est la désulfurisation, c'est-à-dire ce sont des réactions chimiques avec des catalyseurs peut-être ou des produits qui permettent de diminuer le taux de soufre. Une autre étape, c'est le craquage catalytique. Donc là, on va briser des liaisons carbone-carbone de façon à avoir des éléments moins lourds, c'est-à-dire moins grands. Donc si j'avais une chaîne qui était ainsi, je vais casser ici en plein milieu. Ainsi, j'aurai 2 chaînes, donc 2 molécules plus petites. Avec donc des meilleures propriétés.
Et la quatrième méthode, c'est le reformage, c'est-à-dire que on va les transformer. Si par exemple si j'avais une chaîne linéaire, même si elle peut avoir des petites bosses, eh bien on va la transformer en une chaîne ramifiée ou même cyclique. Oui, bon, j'ai mal dessiné mon cyclique. Allez, hop, on prend le temps de faire correctement. Par exemple, non, bah, il a disparu. Désolé, je voulais faire un joli pentagone. À l'examen, la question sur les différentes techniques est déjà été abordée, c'est-à-dire qu'on vous demande de citer et parfois d'expliquer en quelques mots quelques techniques. Donc, à connaître les 4 techniques, c'est quand même mieux. On a vu la famille des alcanes. Maintenant, on va voir la famille des alcènes, c'est-à-dire qu'ils ont tous une double liaison au milieu. Ah, c'est parce que j'ai perdu ici mon crayon. Alors, elle peut être plus à gauche, plus à droite. Je peux en avoir plusieurs, mais elles ont toutes au moins une double liaison. Quelle est la formule brute? Oh, tiens, c'est marrant. Je ne l'ai pas écrite. La formule brute, c'est... Ah, ben je l'ai mis un peu plus loin. Mais si, voyons. C'est du CnH2n. Donc, je rappelle que l'alcane, c'était du CnH2n plus 2. Donc ici, c'est juste du CnH2n. Et on va donc remplacer la terminaison an par la terminaison n. Sinon, alors, par contre, est-ce que je peux avoir j'avais le méthane, qui était du CH4. Est-ce que je peux avoir du méthane? Eh bien non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que je dois avoir une double liaison avec quelque chose. Ça veut dire que j'ai au minimum 2 atomes de carbone. Ça, c'est pas possible. Hein? Donc, je vais avoir par exemple du CH2 avec une double liaison au milieu. C'est-à-dire que le premier élément de ma liste, c'est donc de l'éthène. Le méthane n'existe pas, il ne faut pas le chercher. Quelques propriétés. Eh bien, comme l'autre fois, si mon nombre d'éléments de carbone est plus petit ou égal à 4, je suis gazeux. À 5, je suis liquide. Et au-dessus, je suis solide. Même principe que pour les alcanes. On ne change pas quelque chose comme ça. Alors, assez bizarrement, il est donc, comme pour les alcanes, insoluble dans l'eau, mais par contre, il est soluble dans les solvants. Ça veut dire qu'il va se diluer et donc se mélanger, mais avec les solvants uniquement. Il a des jolies propriétés chimiques. Comme il a une double liaison, il sera assez facile de faire casser cette double liaison et de l'utiliser pour faire autre chose, c'est-à-dire par exemple ce qu'on va appeler un polymère. C'est-à-dire c'est de rassembler plusieurs éléments de la même famille ensemble. On va agrandir nos molécules. Maintenant, je vais voir quelque chose de tout à fait différent, c'est un peu de blabla, mais là, de nouveau, c'est des points très facilement gagnés, alors autant s'embêter à le savoir. On parle de plusieurs types de sources d'énergie, primaires ou secondaires, en fonction qu'elle est non transformée par l'humain, c'est-à-dire qu'elle vient d'un phénomène naturel.
j'ai mis quelques exemples, le charbon, l'énergie éolienne, mais l'essence, c'est quelque chose qui est... J'aurais pu mettre ici aussi, dans le primaire, j'aurais pu mettre le pétrole. Et l'essence est un décomposé du pétrole. Alors, dans le slide d'avant, 2 ou 3 slides avant, là on voyait les différentes techniques pour la fabrication. Normalement, si vous lisez sur les tableaux, sur le côté, il y avait le mot essence quelque part, qui vous explique comment on l'obtient. Alors, les origines des énergies, 2 grandes familles, de nouveau, soit elles sont renouvelables, c'est-à-dire que autant qu'on les consomme, autant elles se reproduisent, tout seules, quoi. C'est le vent, le soleil, les marées. Ou bien elles sont des énergies fossiles, c'est-à-dire qu'elles préviennent de la décomposition de matière organique, mais elles sont toujours primaires. Hein. C'est par exemple donc, le pétrole, le gaz naturel, le charbon. On parle du pouvoir calorifique d'un carburant. C'est la quantité d'énergie libérée par unité de masse de carburant lors de la combustion complète de ce carburant. Je crois qu'il y a déjà eu des questions là-dessus. Les unités, c'est des mégajoules par kilo. Normalement, on vous le donne et grâce à ça, vous pouvez faire toute une série de calculs. On définit la tonne d'équivalent pétrole. C'est une unité de mesure de l'énergie qui permet de comparer les quantités d'énergie dégagées par une série de carburants. On a commencé à introduire le mot combustion. Allons voir un petit peu plus dans les détails les combustions des hydrocarbures. Les hydrocarbures, ce sont ces éléments qui sont à base de carbone, donc de la chimie organique. Si on a une combustion complète, on va donc produire du dioxyde de carbone, hein, le CO2, c'est du dioxyde de carbone, et de l'H2O, ben ça va, c'est de l'eau. Je suis désolée, les petits 2 sont pas très jolis, j'aurais dû écrire un petit peu mieux les 2. Mais il arrive que la combustion ne soit pas complète, on n'a pas tout brûlé. Donc d'abord ici, je remets ce que je viens de dire. On va parler de combustible, c'est-à-dire de ce qui va pouvoir brûler. C'est donc le CnH2n plus 2, c'est-à-dire qu'ici, c'est un alcane. Mais j'aurais pu très bien avoir un alcène. On va parler de comburant, c'est pas une faute de frappe, c'est pas du carburant, mais on appelle normalement, le terme c'est comburant. Donc c'est vraiment un réactif qui va brûler, qui va se transformer et qui, entre guillemets, enclenche, je vais dire ainsi, la réaction. Et puis on va avoir des produits de la combustion et donc on retrouve notre CO2 et notre H2O. Si j'ai une combustion complète, j'ai donc une équation qui va être une réaction directe complète. Normalement, comment on peut faire? Alors, retenir par cœur la formule, c'est un petit peu compliqué. Moi, je conseille juste de connaître par cœur que j'ai du CaCN H2N plus 2 par exemple, comme ça je reste dans mon exemple. À ça, je vais ajouter du O2. Ça va me donner une certaine quantité de CO2 et une certaine quantité d'H2O. Et après, on n'a plus qu'à équilibrer. On voit qu'ici, j'avais N carbone, donc ici, je vais mettre N CO2.
je vois que j'ai 2N plus 2 en hydrogène. Donc ici, je vais devoir me retrouver la même chose. Et en fait, ici, je vais avoir N plus 1. Je vous laisse le démontrer, mais je vous le garantis, c'est correct. Maintenant, le dernier élément, c'est les oxygènes. Ici, je n'en ai que 2 atomes. C'est un peu peu, sachant que je dois en avoir N fois 2 plus N plus 1. Donc ici, je dois donc trouver N fois 2 plus N plus 1, mais bien entendu, je vais en avoir pris trop, donc je dois le diviser par 2. Ce qui va me faire 3N plus 1 sur 2. Si par exemple, je mets maintenant des chiffres, si j'avais du C4H10, pour ceux qui ont suivi, c'est du méthane, plus O2, je ne sais pas combien, ça va me donner du CO2 plus de l'H2O. Ok, j'ai donc, je vais changer de couleur, 4 carbones, donc je mets un 4 ici. J'ai 10 hydrogènes, j'en ai 2, donc je fais 5 fois 2, ça me fait bien 10 hydrogènes. Et mon dernier cas, c'est le O2. Ici, je n'en ai que 2, mais ici, j'en ai besoin de 4 fois 2, 8. Donc en eau, j'en ai 8, plus 5. C'est égal à 13. Sauf qu'au début, on m'en donne que 2. Donc, je vais devoir en ajouter 13 demi. Parce que si j'ai fait 13 demi fois 2, j'obtiens bien qu'il m'en faut les 13 que je retrouve dans mes produits. Là, c'était dans le cas d'une combustion complète. Bien entendu, ça aurait été trop simple. S'il y a complète, c'est qu'il y a aussi incomplète. Au lieu de produire uniquement du CO2 et donc du dioxyde de carbone et de l'eau, on va aussi produire du CO, c'est-à-dire du monoxyde de carbone. C'est mortel hein, comme gaz, attention. Et si la réaction est encore plus incomplète, on va donc produire du dioxyde de carbone, de l'eau, du monoxyde de carbone et du carbone sous forme de suie, donc une matière noire, quoi. Voilà, ça c'est une question classique d'examen, de savoir reconnaître si c'est une combustion complète, incomplète ou très 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 incomplète en fonction que vous trouvez dans la formule du carbone dans les produits ou bien du carbone et bien entendu vous avez aussi trouvé alors du CO, H2O et CO2. Ou bien vous ne trouvez pas de carbone, mais vous trouvez du CO. Dans les deux cas, ce sont des réactions incomplètes. Et puis, il est possible que vous ayez trouvé tout, et alors là, vous êtes content. Alors, aussi, je mets un petit dessin, c'est que on dit que pour avoir du feu, puisqu'on est dans la combustion, il faudra plusieurs informations. Il faudra à tout prix définir un comburant. C'est ce qu'on a fait avec l'oxygène. Donc c'est l'élément qui vient, entre guillemets, se brûler. C'est pas l'élément important, mais c'est lui qui fait qu'on ne peut pas faire la réaction sans. On aura un combustible.
c'est l'élément qu'on voulait vraiment faire brûler, et de la chaleur. On va produire de la chaleur. C'est donc une réaction exothermique. Bravo. Ah, j'ai oublié que j'avais une petite flèche. On revient sur les polymères. On avait commencé à en parler. On revient dessus maintenant. Les polymères, qu'est-ce que c'est? C'est une macromolécule, c'est-à-dire une molécule constituée d'un très grand nombre d'atomes de carbone liés par des liaisons covalentes, c'est-à-dire des liaisons bien gentillettes. Et c'est formé par la répétition d'une homopolymère, c'est-à-dire que donc on aura une homopolymère, c'est-à-dire que mon monomère, j'en ai qu'une seule sorte et je le répète, et ça fait donc un homopolymère. Mais dans d'autres cas, mon monomère, j'ai plusieurs sortes de monomères et on parlera de copolymère. Par exemple, ici, on voit que ma chaîne est constituée de plusieurs fois une sorte de composant et plusieurs fois une autre sorte de composant. Et dans chacun de ces sortes de composants, on peut identifier un élément qu'on va définir comme étant le monomère. Exemple. À quoi servent les polymères? D'abord, ils ont des propriétés mécaniques supérieures. Ils ont aussi plus de résistance à la température ou à certains produits chimiques. Ils peuvent prendre différentes formes linéaires avec des longues chaînes, ramifiées, chaînes courtes mais attachées à la chaîne principale, ou bien on appelle ça réticulées, des chaînes reliées qui forment un réseau, comme sur ce dessin. On va définir le degré de polymérisation, le N. Et pour ça, on va définir qu'il vaut MP sur MM. Donc ce degré de polymérisation est MP, c'est la masse molaire moyenne, bon la masse molaire on va dire, du polymère, alors que le MM est la masse molaire du monomètre. Ok, ça c'est à connaître par cœur parce qu'il faut savoir l'utiliser dans les dessins, dans les exercices après. Alors des exemples de polymères, c'est les thermoplastiques, les thermodurcissables ou les élastomères. Donc c'est des termes que vous avez peut-être entendus pour certains éléments de camping, par exemple, des choses comme ça. Alors, on complète un petit peu, on s'amuse encore. C'est que donc les polymères, aussi bizarrement que ça, on peut en trouver à l'état naturel. C'est pas que l'homme qui en a créé, c'est peut-être justement parce que des scientifiques en ont rencontré que ils se sont dit tiens c'est bien si on essayait d'en faire aussi en synthétique, c'est-à-dire créé par l'humain. On peut vous demander quelle est la formule de changement, de création, je vais dire, de ce polymère. Donc, si par exemple, je pars que mon monomère était du propène, c'est-à-dire quelque chose avec cette formule que j'ai mis ici. CH2, double liaison, CH, CH3. Alors, on va parler de polypropylène. Vous avez peut-être entendu ce terme-là. Comment on va faire? On va casser, je vais le faire ici, on va casser notre double liaison. Je casse la double liaison et donc le petit morceau de gauche que j'ai obtenu
va se mettre ici sur le carbone de devant. Le petit morceau de droite va aller aussi se trouver derrière, dans ce cas-ci, l'élément principal. Et si je dois écrire ce beau charabia, donc dans les formules, qu'est-ce que ça devient? Ça devient donc du CH2, ça, il n'a pas beaucoup bougé, du CH, et pour bien indiquer que le CH3 dépend du CH, on va le mettre accolé l'un à l'autre, mais dans une parenthèse. Je remets des crochets globaux, c'est plus facile, c'est plus lisible, et je fais juste sortir de façon à couvrir les derniers éléments de ma chaîne. Et bien entendu, je n'oublie pas d'ajouter un petit N. Encore un peu de blabla, mais ça fait partie parfois des questions d'examen, ça gagne des points. Traitement des déchets plastiques, il y a des pictogrammes, donc des petits dessins sur certains produits qui permettent d'identifier l'élément chimique et de savoir si c'est recyclable. Jusque-là, c'est assez gentil. Ici, je rappelle qu'il y a différentes techniques de recyclage. Je ne me rappelle pas avoir vu des questions là-dessus, donc ça devrait un jour tomber. Donc, on peut le faire avec une valorisation de la matière, chimique ou énergétique. Ok, maintenant, essayons de faire quelques exemples, questions type, qui reviennent à l'examen. Ici, ce n'est pas ceux qui touchent les polymères, mais après, on en aura sur les polymères. Enfin, on en a un petit peu. Quel est le nom du polymère si le monomère est le styrène, etc., etc. Et quelle est sa masse molaire moyenne si n est égal à ça? Alors, pour faire un polymère, quand on a un monomère, c'est très 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 simple. Le nom, ça va être, faut pas oublier de sélectionner, ça va être poly plus le nom du monomère, polystyrène. Ok. Et si on devait faire sa formule, on mettrait que c'est... Donc on met, pour indiquer qu'on va l'attacher à quelque chose, et on identifie le monomère entre parenthèses. Donc du C6H5, on prend l'élément qui est tel quel au début, et on va jusqu'à trouver la double liaison. C6H5, CH, la double liaison, on vient de la casser, parce qu'on a mis déjà un petit morceau ici, à l'origine. Donc maintenant, on a juste cassé, il nous reste une liaison simple, on ajoute les éléments suivants, CH2, quand il n'y a plus rien à ajouter, on met le deuxième morceau de la liaison qu'on a cassée, hop, la grande barre horizontale, et une parenthèse, parce que tout cet élément-là est mon monomère, et je vais l'avoir n fois. Ça, c'est donc la formule qu'on va utiliser pour indiquer le polystyrène dans ce cas-ci. Quelle est sa masse molaire moyenne si n est égal à 1442? Il faut se rappeler que ce n, c'est donc le degré de polymérisation, c'est donc la masse molaire moyenne du polymère sur la masse molaire du monomère. Donc, on va d'abord aller chercher la masse molaire du monomère. On a ici le monomère. Alors, sa masse molaire, qu'est-ce que c'est? On compte le nombre de carbone. Il y en a 6, 7, 8. Donc, c'est 8 fois quelle est la masse molaire du carbone? C'est 12. Donc, 8 fois 12 plus combien d'hydrogène? 5 plus 1, 6 et 2, 8. Plus 8 fois masse molaire de l'hydrogène, c'est, on va dire 1, on va faire plus simple. Donc ma masse molaire, c'est 96 plus 8, c'est-à-dire 104. Si j'ai pas fait d'erreur de calcul, grammes par mol.
Donc mon MP, la masse molaire de mon polymère, va être 1442 multiplié par 104. Bon, je ne fais pas le calcul ici, je vous laisse le faire. Deuxième exercice, j'ai un alcane avec une masse molaire de 58 grammes par mol. Quelle est la formule moléculaire de cet alcane? Ok, alors celui-là, il faut se rappeler qu'un alcane, la formule générale d'un alcane, c'est CN H2N plus 2. Si je garde N et que je calcule maintenant la masse molaire de ce bidule, donc je vais avoir N fois 12 pour les carbones plus 2N plus 2 fois la masse molaire de l'hydrogène, c'est-à-dire 1. Et on me dit que tout ça est égal à 58. Je pense que là, vous me voyez venir, vous voyez qu'on peut facilement trouver ce que vaut N. Si on fait ce calcul, je ne vais pas le faire ici, mais dès qu'on a trouvé le N, on peut directement savoir si c'est du méthane, éthane, propane, butane, pentane, etc., etc., etc. L'exercice suivant, on ne donne que l'hydrocarbure a pour formule brute C5H12. Ok. Quel est le nom de cet alcane? On regarde le nombre de carbone. Il y a 5 carbones, donc c'est du pentane. Écrivez et équilibrez l'équation bilan de sa combustion complète. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on prend mon élément du C5H12, pardon, plus, pour faire une combustion, qu'est-ce qu'on prend? Du dioxygène. Je mets du dioxygène. Elle est complète, donc une jolie flèche, sens direct. Si elle est complète, ça veut dire que ça va se décomposer en du CO2 plus de H2O et rien d'autre, si c'est complet. Maintenant, il n'y a plus qu'à pondérer. J'ai 5 carbones dans les réactifs, je dois donc avoir 5 carbones dans les produits. J'ai 12 hydrogènes dans les réactifs, j'en ai que 2, donc je dois faire 6 fois 2, je dois avoir 6 paires, 6 molécules, 6 moles d'H2O. Maintenant, combien j'ai en tout d'oxygène? 5 fois 2, ici j'en ai 10, plus 6, j'en ai 16. Donc je vais faire 8. 8 moles de dioxygène et je suis pondéré. Donc on a déjà fait le nom de l'alcane, on a écrit et équilibré l'équation bilan de sa combustion complète. Quelle masse de dioxygène, ici, là, est nécessaire à la combustion de 10 grammes de l'alcane? Donc ici j'ai 10 grammes. Je cherche combien je vais avoir ici de grammes, donc de la masse. Je connais la masse molaire de chacun de mes éléments. Alors, on va repartir sur les moles. Donc, ma masse molaire, c'est ici. On fait une sorte de tableau, quoi. C'est 5 fois 12 plus 12 fois 1. Ça fait 60, ça fait 72 grammes par mol. Ok. Et pour mon dioxygène, ma masse molaire, c'est 2 fois 16. C'est égal à 32 grammes par mol. On ne va pas s'occuper dans les produits parce qu'on dirait qu'on n'a pas d'informations là-dessus. Maintenant que j'ai la masse et la masse molaire, qu'est-ce que je peux calculer? C'est le nombre de moles. Comment je fais? Je fais donc, pour l'information que je connais, 10 grammes divisé par mes 72 grammes de masse molaire, ça me donne, j'ai pas de machine devant moi,
une certaine quantité que je vais appeler X mol. Je sais maintenant que quand j'ai une mole de C5H12 qui va réagir, ça veut dire que je vais avoir 8 moles d'O2 nécessaires pour faire la réaction. Si j'ai donc maintenant X mol de C5H12, combien je vais avoir besoin de moles d'oxygène? 8 fois X. Maintenant que je connais le nombre de moles d'oxygène qui ont réagi, qu'est-ce que je peux faire? Sachant la masse molaire de mon dioxygène, donc, je vais pouvoir calculer que la masse de dioxygène nécessaire, c'est 32 fois 8 fois mon X. Mon X, c'est parce que j'ai eu la flemme de trouver combien vaut 10 divisé par 72. Alors, si vous voulez, maintenant, on peut le réécrire dans mon équation 32 fois 8 fois 10 sur 72. C'est beaucoup plus joli. Après, il n'y a plus qu'à faire le calcul. Mais vous voyez, ceci est donc ma masse de dioxygène. Et on a donc répondu à la dernière question de cet exemple. Alors, sur le slide suivant, vous avez la même information, mais avec des valeurs numériques. Voilà, on retrouve ce que j'ai mis, sauf que la différence, c'est qu'ici, j'étais un peu plus précis dans mon travail, parce que le carbone, la masse molaire, c'est pas 12, c'est 12,01, et pour l'hydrogène, c'est 1,01. Donc, ça me donne une certaine quantité de grammes par mol. J'ai bien calculé mon nombre de moles par rapport à la masse qu'on m'a donnée initialement. J'ai bien qu'une mole de pentane va réagir avec 8 moles de dioxygène. Donc j'ai bien le nombre de moles total de dioxygène, 8 fois le 0,137. J'avais bien la masse molaire de l'oxygène, du dioxygène, et donc j'ai bien calculé ma masse de dioxygène. Voilà. Et pour l'exercice précédent où il y avait un N, on arrivait à un total, quand on retrouvait la valeur de N, de 3,99. Bien entendu, on prend l'entier le plus proche, c'est-à-dire 4. Voilà, avec ceci, j'ai fait maintenant un exemple et on peut aller jeter un coup d'œil vers les examens. Donc ici, on nous demande d'entourer l'unité constitutive de ce polymère. On va pas s'embêter. On prend le premier élément. Donc ça part d'ici. On voit bien que tous les autres éléments se répètent. Donc c'est cet élément-là qu'il fallait identifier. De quel monomère est issu ce polymère? Noircir les cases. Déjà, celui-là, on vient de le retrouver ici. C'est donc celui-là qui est bon. Mais également, au lieu d'avoir mes deux liaisons libres, c'est-à-dire d'être le produit de ma réaction de polymérisation, je peux très bien retrouver le réactif, c'est-à-dire de retrouver ma liaison double. J'irai donc celui-ci. Il ne faut pas se faire avoir, simplement ils l'ont retourné. Donc là, les trois petites bouboules, elles se retrouvent ici. Mais c'est la même chose. Maintenant, on me demande de nommer le polymère. Alors, est-ce qu'on m'a donné des informations plus intéressantes pour l'identifier? Eh bien, on n'a pas grand-chose. Alors, j'ai 3 boules de carbone. Si j'ai 3 boules de carbone, alors c'est même plus facile de passer par le monomère, c'est du
propylène. Pourquoi? Parce que 3 bouboules de carbone, donc c'est propre. Comme j'ai une liaison double, c'est du ylène. Maintenant, je vais pouvoir nommer mon polymère. Simplement, je ajoute poly devant tout ce morceau. Ça fait donc du polypropylène. Si on a un doute, on remarque que j'ai un P ici et un superbe P là. Et on nous met le sigle PP. C'était pour nous aider. Maintenant, l'équation qui traduit cette polymérisation. Donc, il faut savoir écrire la formule du propylène. D'abord, on peut s'aider parce qu'on a le petit dessin. Puis, on doit se rappeler qu'un du alcène. La formule des alcènes, c'est du CnH2n. Et ici, N est égal à 3. Donc, ma formule, c'est normalement du C3H6. Et on a besoin de la mettre sur cette représentation-ci. Ça sera beaucoup plus simple. Donc, j'ai C avec deux hydrogènes, CH2, puis j'ai une liaison double, poup, poup, puis j'ai un carbone avec un hydrogène, CH, et puis j'ai un carbone avec 3 hydrogènes, CH3. Ceci, ça c'est ma formule de base. Puis maintenant, je fais la polymérisation, c'est-à-dire que je vais ouvrir ma liaison double. Hop, je l'ouvre. Je réécris le contenu, mais bien entendu, sans avoir maintenant la liaison double ici. Donc ici, je vais avoir mon CH. Et de mon CH, j'ai ici un CH3, en fait. Oui, c'est comme ça que ça représente. Donc, on le voit, j'ai d'un carbone, j'ai bien un CH. Et branché à ça, j'ai une ramification avec un CH3. C'est ce que j'ai ici. Et puis de l'autre côté, j'avais bien un carbone avec 2 hydrogènes. Et puis, je pars de l'autre côté. Donc, la même représentation. Hein, dans ce cas-ci, c'était facile de vérifier. Je n'oublie pas de mettre mes parenthèses et d'indiquer le N pour indiquer que j'ai une polymérisation. Et bien entendu, je devais indiquer que j'ai pris N fois tout mon propylène et que c'est donc devenu, donc les N petits morceaux les uns à côté des autres sont maintenant attachés ensemble grâce à mes liaisons simples qui sortent. Voilà, donc c'est l'exercice ici que j'ai remis pour faire l'explication. Si je prends maintenant les derniers examens, on nous donnait 2 illustrations et on nous pose comme question: une combustion est incomplète. Ah, si elle est incomplète, ça veut dire que j'ai du monoxyde de carbone. Et si elle est très 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 incomplète, ce qui est peut-être le cas, hein, ils ne sont pas obligés d'être aussi précis, je vais avoir du monoxyde de carbone qui va s'ajouter et du carbone. On me demande laquelle des illustrations, ou lesquelles, j'ai pas de monoxyde dans la première illustration et encore moins de carbone tout seul. Donc celle-là, elle n'est pas bonne. Dans la deuxième illustration, j'ai bien du monoxyde de carbone et j'ai même du carbone. Donc la combustion incomplète, c'est bien l'illustration numéro 2 toute seule.
Justifier si vous avez répondu aucune, ben j'ai pas besoin de le faire. Nommer le combustible de l'illustration numéro 1. Ah, le combustible, c'est l'élément principal qui va brûler. C'est pas l'élément qu'on va ajouter pour faire brûler. Donc, je vais vous le mettre dans une autre couleur. Mon combustible, c'est mon CH4 dans cette formule-ci et C2H6 dans la deuxième formule. Le CH4, c'est bien un ane avec un seul carbone, c'est donc du méthane. Dans la deuxième formule, j'ai bien aussi un ane, mais cette fois-ci, j'ai deux éléments de carbone, donc j'ai du ethane. Et c'est tout pour la chimie organique. Vous avez sur le slide suivant les réponses. Et puis maintenant, vous avez les différents éléments pour faire l'examen. N'hésitez pas à faire les autres exercices. Et amusez-vous bien.